Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Jomain, écrivaine française. Après avoir exercé le métier d'archéologue, Sophie s'est découvert une passion pour l'écriture. Aujourd'hui, elle est l'auteure de plus de 20 romans en 10 ans, allant de la littérature jeunesse à la comédie, en passant par le roman contemporain. J'ai voulu partir à sa rencontre à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, M'asseoir 5 minutes avec toi, paru aux éditions Charleston. C'est une histoire que j'ai trouvée extrêmement émouvante. Ce que j'aime particulièrement dans les romans de Sophie, c'est sa capacité à créer un cadre intime entre les personnages et le lecteur, grâce à sa manière de nous plonger avec sensibilité et délicatesse dans leur univers et de nous transmettre leurs émotions. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Pour commencer, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Un mot pour me définir. Hum, Opiniâtre. Et pourquoi ? En fait, j'ai les défauts de mes qualités. Je suis opiniâtre, c'est une qualité, mais je suis têtue. Et ça, c'est un défaut. Donc, je vais vraiment aller au bout des choses. Et tant que je n'ai pas réussi, je ne m'arrête pas. Et parfois, même quand je n'ai plus les compétences, la ressource, je ne supporte pas de ne pas y arriver. Alors, ça peut être très pratique quand je suis avec quelqu'un qui manque de patience. Moi, j'en ai beaucoup. Mais par contre, ça peut être très fatigant de se dire, mais elle ne va jamais s'arrêter. Tant qu'elle n'a pas trouvé, elle ne s'arrête pas. Ouais. Vous avez eu l'occasion de changer plusieurs fois de vie avant de vous lancer dans l'écriture, puisque vous avez travaillé dans une grande entreprise avant d'être archéologue. Peut-on dire que c'est important pour vous de suivre vos aspirations ? Hmm. C'est rigolo parce que quand j'avais fait ma première biographie, quelqu'un m'avait dit, tu es une amoureuse professionnelle. Tu as des crushs pour les choses, pour les gens, et une fois que tu es dedans, ben, tu y vas. Et c'est exactement ça. Je sais que j'ai commencé à faire une école de commerce, alors absolument pas par passion. Euh, C'était parce qu'il fallait le faire et il fallait bien faire quelque chose de sa vie. Et j'ai commencé à travailler chez Nokia France, hein, et ce n'était pas non plus par passion. Je l'ai fait parce qu'il fallait travailler. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé que j'étais pas faite pour travailler dans un bureau, qu'il fallait que je puisse m'épanouir autrement, et que je suis rentrée en fac et que j'ai rencontré l'archéologie, oui, je me suis littéralement passionnée. Quand il a fallu que je m'arrête et que je fasse autre chose, donc j'ai commencé par écrire, je me suis passionnée. Ça va quelque part avec l'opiniâtreté dont on parlait. Je vais à fond dans les choses, c'est vrai, et je crois que c'est tellement important de suivre son instinct à un moment donné, de se dire, ok, j'y vais. Bon, toutes les étoiles étaient réunies pour que je change de métier à chaque fois. Mais en tout cas, non, je ne regrette pas. Et oui, je pense qu'il faut suivre absolument son instinct. Depuis que vous êtes écrivaine, vous avez touché à plusieurs genres d'écriture. Peut-on dire que vous n'écrivez que ce que vous aimez sans nécessairement suivre les codes ? Uniquement ce que j'aime. Et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par du livre fantastique jeunesse, hein, donc pour les ados. Et je finis aujourd'hui par écrire des romans de société, des sujets qui nous concernent. Bon, après, ça va avec l'évolution de la maturité, hein, je pense. Hein, on grandit, on voit d'autres choses. Mais ça ne m'a jamais fait peur de signer chez un éditeur M'asseoir 5 minutes avec toi, qui est un roman plutôt généraliste. Et la même année, signer une comédie romantique de Noël. Il n'y a aucun problème. J'ai envie de faire les choses. C'est vrai qu'au début, les libraires ont peut-être pu être un peu perdus parce que Les Étoiles de Nocette, typiquement, mon premier roman, a pris toute la place. Il a fait une quantité de lecteurs astronomiques, ce qui fait que pendant longtemps, mais c'est en train de passer, quand j'allais en librairie, quel que soit le livre que je propose, on invitait l'auteur des Étoiles de Nocette et avait toujours derrière moi des panneaux, des couvertures des étoiles. Mais je pense que les bibliothécaires, les libraires ont fini par s'habituer à ça et de se dire, OK, finalement, Sophie, elle écrit ce qu'elle aime et on va la voir se démarquer dans différents genres. Ça commence à rentrer dans les codes. Et qu'est-ce qui vous anime profondément dans l'écriture ?
Je ne sais pas ce qui m'anime profondément dans l'écriture. Quand je me vois écrire, je pense que j'ai besoin sans doute de vivre mon personnage. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent ne pas du tout être obsédés par leur personnage pendant qu'ils écrivent. Je ne suis pas obsédée non plus, mais quand j'écris, je suis en totale immersion avec eux. Par exemple, si j'écris une comédie et que je ne ris pas, ça ne va pas. Si j'écris une histoire d'amour, si je ne pleure pas, si je n'ai pas de papillon dans le ventre, ça ne va pas. Donc c'est bien la preuve que j'ai une connexion avec mes personnages. Et je me souviens de ma première série fantastique pour adultes. Euh, J'avais mon héroïne, j'avais l'intention de lui faire rencontrer un personnage qui devait ressembler au prince Andrew. Et je crée ce personnage. Et j'ai rêvé dans la nuit que mon héroïne me dérangeait pour me dire, mais ça va pas, c'est ma rencontre. Moi, je veux qu'il ressemble à Simon Pegg. Je suis, t'es pas Simon Pegg. Et en fait, je me souviens de ce rêve où elle était, mais très explicite. Je me suis réveillée en riant, en disant, c'est vrai, tes personnages arrivent à prendre possession de toi, à s'exprimer dans ton inconscient. Je trouvais ça complètement dingue. Et du coup, mon héros ressemble à Simon Pegg. Je n'ai jamais eu de visite de mon héroïne après pour me dire merci de l'avoir fait. Mais voilà, enfin, tout ça, c'est pour dire que oui, quand j'écris, je crois que ce qui m'anime, c'est l'énergie des situations, de mes personnages. Et je pense que le jour où je vais m'attaquer, et ça ne saurait tarder, à un roman qui ne sera pas une fiction, ça va être, je pense, un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui m'animera, les souvenirs sans doute. Vous avez eu l'occasion d'écrire sur le droit à l'euthanasie active en Belgique dans votre roman Quand la nuit devient jour. Aimez-vous sortir des sentiers battus à travers l'écriture? Alors, je l'ai là d'ailleurs quand l'année vient jour, qui avait donc été édité chez Pygmalion. C'est pas que je n'aime pas spécialement sortir des sentiers battus, j'aime me provoquer, en tout cas provoquer chez moi une évolution. Ce livre a été écrit parce que je venais de voir un reportage sur une jeune femme, Laura, 24 ans, qui demandait l'euthanasie en Belgique, donc flamande, hein, parce qu'elle était dépressive. Je n'ai jamais été dépressive, donc j'étais sur mon canapé, comme la plupart des gens fermés. Je bondis sur mon canapé en me disant que c'est honteux de demander l'euthanasie pour dépression. J'ai cette pensée qui est là et je déteste être comme ça, en réalité. Je déteste être comme ça parce que on se permet des jugements de valeur sur des sujets qu'on ne connaît pas et force est de constater que je ne connaissais absolument rien à ce sujet. Et je me suis dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te contenter de ça. Et j'ai commencé à creuser, véritablement, beaucoup de recherches sur le net. Et puis, je me suis dit, écoute, sors de toi, fais un roman, ne te mets pas à la place de cette héroïne, mais crée ta Laura, crée ton personnage et apprends. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui souffraient de troubles alimentaires, de dépression, de parents qui avaient perdu leurs enfants dans cette situation, de gens qui avaient pris cette décision d'être euthanasiés pour dépression et qui avaient changé d'avis. Et alors, ça m'a complètement ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte que la volonté, ça ne s'achète pas au supermarché, quoi qu'on en dise, que la dépression n'est pas une maladie de gens qui s'écoutent penser. Bref, le droit à l'euthanasie pour dépression m'est paru comme une évidence, alors qu'au début, j'étais pleine de jugement. Et je crois que des livres comme ça, c'est pour ça que je les écris. J'ai peut-être d'abord besoin, moi, de grandir et ensuite d'exprimer à travers ce livre, typiquement, tout ce qui a été écrit est forcément arrivé au moins à une personne. Je n'ai rien inventé. Pas à la même, bien sûr, mais chaque scène est arrivée à au moins une personne. Et je crois que c'est ça, finalement, le message a été celui-ci. Voilà ce que moi j'ai appris, voilà ce que j'ai ressenti. Je vous le donne et faites-vous votre propre idée et si possible, grandissez comme j'ai essayé de grandir. C'est un sujet qui m'a longtemps bouleversée. C'est le livre que j'ai mis le plus de temps à écrire. Toute la première partie m'a mise en vrac. J'ai dû le poser et j'ai passé 6 mois avant de reprendre l'écriture. C'était très difficile. Preuve que des choses s'étaient vraiment passées dans ma tête et j'avais compris. Parmi vos romans, j'avais beaucoup aimé Et tu entendras le bruit de l'eau. En résumé, c'est l'histoire de Marion qui décide de se réinventer une nouvelle vie. Vous y abordez également la sauvegarde des phoques gris et l'immigration clandestine.
Est-ce que vous aimez sensibiliser à travers vos romans sur des sujets d'actualité qui peuvent vous toucher? Alors, c'est pas vraiment, je pense notamment aux mineurs isolés. Le fait que ce soit un sujet d'actualité était un pur hasard. C'est en fait que j'ai vécu une expérience extrêmement bouleversante avec des mineurs isolés. À l'époque, un ami décédé depuis s'occupait d'une maison d'enfance à caractère social dans le Nord. Et il œuvrait également beaucoup dans la jungle de Calais. Et il avait ouvert une quarantaine de lits dans, dans sa maison sociale pour recevoir donc, des mineurs isolés. Et chaque année, il avait l'habitude de faire un salon du livre qui était en faveur en fait de ces mineurs isolés. Il voulait les mettre au cœur du livre, leur montrer un peu, leur ouvrir accès à la culture. C'était quelqu'un de formidable, Richard Angevin. Et Richard m'avait donc conviée à ce salon et j'en étais co-organisatrice. Et tous les ans, il voulait qu'on anime des ateliers d'écriture, alors soit avec les enfants les Français de la MEX, donc avec des ateliers pas spécifiquement adaptés. Et puis une année, il m'a proposé d'intervenir auprès des mineurs isolés, ce qui était un énorme défi. Déjà, il y avait la barrière de la langue, puisque certains parlaient pachtoun, d'autres venaient du Tchad. Je ne me souviens plus du dialecte précis, mais ça pouvait être compliqué. Et en fait, j'ai eu une quinzaine de séances avec ces jeunes. Et au départ, l'idée était de raconter une histoire, c'est ce qu'ils voulaient, de faire un petit roman. Et en fait, ils se sont sentis hors journalisme, hors intérêt médiatique, et ils ont eu envie de me raconter leur histoire. Et j'étais pas prête du tout. J'ai été, mais alors, oh, ça m'a crevé. Je voyais ces enfants qui sont partis alors qu'ils avaient l'âge de ma fille. Enfin, on peut imaginer ce que j'ai ressenti, tout ce qu'ils ont pu me raconter. Et, euh, et quand j'ai écrit Le bruit de l'eau, il était presque évident pour moi, parce que cette journaliste, finalement, c'est pas du tout le même métier, mais c'est un petit peu moi. C'était l'idée, c'était de montrer, quel que soit l'âge, êtes-vous capable de tout plaquer pour faire une autre vie, pour créer autre chose. C'est ce que j'ai fait moi 2 fois, en étant archéologue, en devenant romancière. Donc c'était un peu l'idée, et parler de ces mineurs isolés, c'était quelque part aborder ma rencontre avec eux, et ce qui m'avait profondément bouleversée, même si la jungle de Calais a été complètement démantelée, il existe encore beaucoup de mineurs isolés dans les rues de Calais qui ont faim. La gamine dont je parle dans La Benne, c'est une histoire racontée. C'est important pour moi de mettre ce sujet, puisque cette héroïne me ressemblait un peu, autant que j'y mette de moi. Et les phoques gris, c'est parce que j'habite en baie de Somme et que je les trouve. Trop mignon. Voilà. Et dans votre nouveau roman M'asseoir 5 minutes avec toi, qui vient de paraître le 11 mai 2021, vous retracez l'histoire de Claire, la mère d'une petite fille de 11 ans, diagnostiquée autiste. Elle vit difficilement sa séparation avec son mari, qui ne trouve plus sa place et a besoin de s'éloigner pour peut-être mieux se retrouver. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire sur cette thématique? Parce que, alors, j'ai abordé l'autisme parce que c'est ce que je connais le mieux, puisque ma fille est une authentique autiste Asperger, coche toutes les cases, elle est merveilleuse. Euh, Ce n'est pas ma situation, mais 80% des couples d'enfants en situation de handicap se séparent ou divorcent. C'est dramatique, pas toujours en défaveur de la mère, hein, ça peut être aussi en défaveur du père. Et c'est un phénomène qui est tellement récurrent, tellement triste, que j'ai eu envie finalement d'en faire une histoire, mais une histoire dans le bon sens. Là encore, ce roman-là, donc c'est sans doute ce que j'ai écrit de plus intime, pas seulement parce qu'il parle d'un sujet que je connais, mais parce que quand on est maman d'enfants particuliers, déjà, quand on est maman tout court, on a tendance à être sacralisé par la société et aussi par nos proches, par notre propre conjoint. On est la figure maternelle de l'affection, de l'amour, pour un peu qu'on est allaité, on a pris une position encore particulière. Et à un moment donné, je crois que dans cet amour qu'on distribue, l'autre nous voit un peu comme la super mom qui réussit tout. Et nous,
on prend malgré nous un petit peu toute la place et on peut ne pas se rendre compte que c'est pas grave si chéri a mis trop de carottes dans l'assiette, c'est pas grave s'il a mis une jupe de travers, s'il n'a pas coordonné. Si... finalement, en tant que mère, on a toujours un truc à venir ajouter et on ne se rend pas compte à quel point on peut faire de l'ombre à ce père qui, à plus forte raison, quand on a un enfant particulier, va peut non seulement se sentir désinvesti de son rôle de père, mais aussi de son rôle de mari, puisque l'enfant va prendre tellement de place que finalement, il se sent perdu. Et c'est ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire de Claire, bien sûr, mais c'est Julien. Julien qui peut paraître lâche au début, mais il a besoin de s'en aller pour pas seulement retrouver qui il est, mais quel papa il est, quel papa il a aimé devenir quand son petit bout de chou est né, avant même de savoir qu'elle était atteinte d'un handicap. Donc, ce roman est très intime pour ça, parce que quelque part en miroir, ce sont donc déjà les expériences de ma fille qui sont racontées, ce qu'elle a vécu à l'école, ses passions, ses phobies, tout ce qui est dedans, c'est elle. D'ailleurs, elle a lu et contrôlé, vérifié. Elle a mis son petit grain de sel, c'était chouette. Un loup à 13 ans aujourd'hui. Et j'ai voulu expliquer Claire, me mettre en fait à la place de Claire et reprendre des situations dans lesquelles peut-être, où je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais omniprésente dans une situation. Voilà. Donc, c'est pas du tout mon histoire, parce que moi, je suis mariée depuis 20 ans, mais elle est retentissante. Et d'ailleurs, si vous jetez un œil sur les réseaux sociaux, sur les gens qui viennent commenter, souvent, ce sont des femmes qui me disent, bah oui, moi j'ai été abandonnée par mon mari. On m'a laissée. Oui, on s'est séparés. Beaucoup de témoignages de ce genre. Je sais que c'est un sujet très, très, très fréquent. Effectivement, ouais, c'est vrai. Et justement, à travers ce roman, vous évoquez plusieurs sujets, notamment l'amour inconditionnel d'une mère, le regard des autres face au handicap et la charge émotionnelle face aux épreuves de la vie. Quels sont les messages clés que vous souhaitez passer à travers ce roman? La parentalité n'est pas parfaite. Et que même si aujourd'hui on estime qu'un papa et une maman doivent un sacrifice total à son enfant, se sacrifier soi et parfois sacrifier son couple, c'est faux. En fait, à travers ce roman, je m'attaque méchamment à la parentalité, c'est-à-dire que ce père assume totalement son besoin de solitude, de partir, de se retrouver aux dépens de sa fille, de sa femme bien sûr, mais surtout aux dépens de sa fille. Et j'ai toujours eu une devise qui m'a motivée depuis que je suis adulte. C'est que pour être fidèle aux autres, il faut d'abord être fidèle à soi-même. Tout à fait. Et je crois que si on se perd en chemin, on ne peut pas être intégralement un bon parent, dans le sens un parent épanoui qui va donner une image, transmettre en fait cet épanouissement à son enfant. J'aime ma fille de tout mon cœur, je me jetterai sous un train pour elle sans aucune hésitation, bien sûr, mais si pour l'aimer plus, j'ai besoin de m'isoler, je m'isolerai. Ça me paraît nécessaire et je vais reprendre cette métaphore. Enfin, c'est même pas une métaphore, c'est une situation. Vous avez certainement dû prendre l'avion déjà et quand on a le steward ou l'hôtesse de l'air qui nous présente les consignes de sécurité, on vous dit en cas de dépressurisation, un masque va tomber, mettez-le d'abord et ensuite mettez-le à votre enfant. Et je trouve que cette image est tellement forte. Vous devez à tout prix être extrêmement fort, serein, bien dans votre tête pour pouvoir vous occuper de votre enfant. Et ça, qu'importe qu'il soit finalement en situation de handicap ou pas. Donc, voilà. Et Julien, finalement, montre ses failles. Donc, il fuit. Dans un premier temps, il fuit. On peut vraiment associer ça à de la lâcheté. Et ce livre, c'est ça. La parentalité n'est pas parfaite. Ça, c'est la première phrase que je retiendrai. Et la deuxième, qui a vraiment un lien avec le thème, c'est Dieu qu'il est dur d'accepter. Que c'est difficile d'accepter qu'un enfant que vous avez voulu de toute votre force puisse souffrir, puisse ne pas avoir les mêmes chances que tout le monde et
puisse se retrouver en situation de faiblesse, sans que vous puissiez intégralement faire quelque chose parce que vous êtes de toute façon vous-même imparfait. Voilà, l'acceptation. Ouais, c'est un beau message, effectivement. Ouais. Et c'est pas si simple. Non, c'est vrai. Alors, avez-vous déjà une idée de votre prochain roman? Alors, oui. Alors, déjà, je suis déjà en train d'en écrire un. J'écris une comédie romantique pour Noël, au soleil. Dans tous mes romans, la parentalité est là. J'ai mis du temps avant de me rendre compte. Puis là, ça devient évident que systématiquement, il y a une histoire de famille. C'est plus fort que moi. Donc, il y a encore une histoire de famille dans ce roman. Et je vais aborder, à travers un roman qui doit être drôle et extrêmement frais, je vais aborder les familles, justement, vous savez, qui se sont déchirées, qui ne se parlent plus. Et au milieu de ça, il y a un enfant. Qu'est-ce que ressent l'enfant quand il n'a pas le droit de voir telle ou telle personne? Voilà. Ça va être un petit peu ça. Ça, c'est mon prochain roman. Pour la littérature plus générale, je ne vais pas en parler encore parce que je ne suis pas encore définie. Je l'ai signé, mais je ne suis pas certaine de l'écrire tout de suite. Je vais peut-être faire autre chose. C'est un roman qui aborde encore une fois tous les aspects de la famille. Je voulais parler d'un sujet finalement qu'on évoque très très peu dans notre société, c'est l'adultère. Et je devais évoquer cette déchirure à l'intérieur de soi quand une situation comme ça est vécue, etc. Voilà. Je ne suis pas sûre d'écrire tout de suite. Il me manque un peu de matière encore, un petit peu de recherche. Donc, il y aura de toute façon d'autres histoires qui seront centrées sur la famille, c'est évident. Et avant de conclure, vous partagez souvent vos recettes de pâtisserie sur les réseaux sociaux, qui ont l'air très bonnes d'ailleurs au passage. Y a-t-il un livre de recettes en préparation ou en perspective? Bon, c'est marrant parce que ça, on m'en parle beaucoup. Non, pas du tout. Enfin, non, il y a... Vous ne pouvez pas m'en empêcher, hein, parce que les gâteaux ont l'air vraiment très bons. Hein. Il faudrait que je vois ça avec Charleston, un ouvrage recettes et littérature. Ça serait pas mal. Souvent, quand je lis des bouquins, ça m'inspire un gâteau, c'est vrai, ou un plat. Et on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Alors, ça n'a pas forcément été le cas là dans M'asseoir 5 minutes avec toi. Mais on m'a dit, la nourriture a beaucoup de place dans tes livres. Il y a toujours un moment donné où on va manger un plat particulier, goûter une boisson particulière, un sandwich ou une crêpe. Ou... Oui, c'est vrai. Ouais. Après, ça fait partie de moi. J'avais une grand-mère qui cuisine beaucoup, une maman qui cuisine infiniment bien et une tante chez qui j'ai grandi qui cuisine également beaucoup. Et du coup, je pense que c'est voilà, c'est un petit peu dans mes racines, pas dans mes gènes, mais dans mes racines en tout cas. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Déjà, j'ai été ravie. C'était très posé et reposant comme interview, c'est chouette. Je vais rebondir simplement sur quelque chose que vous disiez au début. Vous n'écrivez que ce que vous aimez. Eh bien, j'ai presque envie de m'adresser aux lecteurs en leur disant, continuez à lire ce que vous aimez. Quand un lecteur lit ce qu'il aime, finalement, ce sont derrière des générations d'auteurs qui continuent à écrire aussi ce qu'ils aiment. Et je sais que même si ça peut être un petit peu perturbant de voir tous ces genres dans lesquels je m'illustre et on va se dire ah non, elle écrit du fantastique, alors je ne vais pas lire son contemporain parce qu'on ne sait jamais. Allons-y, creusons quand même la richesse et dans la communication. Et la communication, c'est tout ça, c'est tous ces livres et voilà. Lisez. Un très très grand merci Sophie pour cet échange et j'étais ravie de faire cette interview avec vous, vraiment. Si, moi aussi j'étais ravie. Merci Sophie. Chère auditrice, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine.